Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Et tout de suite, le sommaire. Journée internationale de l'alphabétisation ce mercredi 8 septembre. Célébrée chaque année à travers le monde, cette journée vise à rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité. Une maison, un arbre, tel est l'objectif des jeunes de la commune de Ziguinchor qui comptent reverdir la ville à travers des campagnes de reboisement. Chavirement d'une pirogue qui quittait Nawel pour Réo, un jeune homme de 31 ans a perdu la vie. Son corps est jusque-là introuvable. À Ziguinchor, c'est la période du maïs. Provient de la région de Sédhiou et des sacs vendus à 30 000 francs CFA. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, journée internationale de l'alphabétisation ce mercredi 8 septembre. Depuis 1967, la journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation, une société plus instruite et plus durable. Les jeunes de la communauté de Ziguinchor se sont mobilisés pour reverdir la ville à travers le projet Une maison, un arbre lancé depuis l'année dernière. Pour cette campagne de reboisement, plusieurs espèces sont plantées dans cette localité. Écoutons à ce propos le colonel Babacar Dione, inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor. Depuis l'année passée, on a réfléchi sur un programme bien calé, bien ficelé, qui est dénommé Une maison, un arbre en Casamance. Voilà, l'objectif, c'est participer sur la lutte contre les changements climatiques et créer des microclimats dans les différents quartiers, mais aussi lutter contre les malnutritions, comment dirais-je même, les effets des changements climatiques, j'en ai venu tout à l'heure. Et comment dirais-je même, sensibiliser les populations, parce qu'on a utilisé l'approche communautaire, c'est-à-dire on travaille avec les AIC, les chefs de quartier, les imams, pour les impliquer dans cette gestion. La gestion de l'environnement, ça incombe à tout le monde, que ce soit nous jeunes, que ce soit la population, mais surtout les collectivités territoriales. Aussi, on les appelle dans ce sens, qu'ils prennent ce combat de la préservation de l'environnement en charge, parce que ça fait partie des 9 domaines de compétences transférés. Donc qu'ils sachent qu'aujourd'hui, l'environnement est devenu une question cruciale pour tout le monde. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas atteindre ce développement sans une bonne préservation, sans une bonne gestion de l'environnement. L'année dernière, on l'a fait, on continue cette année également. Et cette année, la spécifique, c'est que l'État a mis plus de moyens pour permettre à ces reboisements-là de réussir. Donc vous voyez, on a acheté des gabions, on a acheté confectionner des gabions et donc ce travail-là continue. On a démarré la plantation depuis le lancement de la journée de l'arbre qui a eu lieu à Bouilly le 1er août. Donc ça continue dans la commune de Ziguinchor depuis le début de la semaine. Donc on a eu à faire des plantations à Périssac, à Castor et aujourd'hui nous sommes au niveau du boulevard Alpha. On a fait le boulevard Alpha avec différentes espèces, des palmiers, des flamboyants, des mélinas, et le boulevard aussi qui est à côté de l'hôtel Nema Kadior. Et ça va continuer au niveau de Kandé et de Kandialan. Et donc, vous savez, l'État ne peut pas seul faire tout. On le fait en rapport avec les organisations communautaires de base, la société civile et les populations. Parce que l'arbre n'a pas de couleur, l'arbre n'a pas de parti, l'arbre n'a pas de religion. Donc ça intéresse tout le monde. Et qui connaît l'effet des changements climatiques, c'est que l'arbre est important parce que c'est le puits de séquestration de carbone. Des campagnes de reboisement pour la préservation de l'environnement.
Suite au chavirement d'une pirogue qui était à Nawel pour Réo, un jeune homme a perdu la vie. Son corps est jusque-là introuvable. Le jeune footballeur de Ourossogui a laissé derrière lui une femme et un enfant. Selon les proches, il était fils unique. Suivons avec les détails Aïssatou Diop-Potal. Les yeux rivés sur le fleuve, chacun de ces riverains guette désespérément la moindre réaction. Un de leurs parents, naufragé, est porté disparu à la suite du chavirement d'une pirogue. Ils étaient 5 à bord de l'embarcation. 4 ont pu être secourus, mais un seul manque à l'appel. Un jeune homme de 31 ans. Le jeune disparu est notre neveu et frère. Il habite à Ourossogui. Il s'appelle Abou Djoudé Diallo, un jeune très engagé qui n'œuvrait que pour le bonheur de sa famille. Il avait quitté Ourossogui pour rallier Réo Matam où il devait jouer un match de football. Malheureusement, ils ont pris une embarcation de fortune qui ne pouvait pas contenir plus de 2 personnes. Et la pirogue a chaviré. Depuis hier, nous sommes à sa recherche, mais impossible de le retrouver. Il laisse derrière lui une épouse enceinte et un enfant. Toute sa famille est sous le choc. Il était fils unique et n'avait que 31 ans. Depuis vendredi après-midi, les éléments des sapeurs-pompiers de Matam et de la Mauritanie effectuent des rondes sur le fleuve entre Réo et Matam pour retrouver le corps du jeune footballeur de Ourossogui, sans succès. L'espoir faisant vivre la famille du disparu s'accroche encore à l'espoir que le fleuve leur rende leur enfant. Merci Aïssata Diop-Potal pour ce reportage. L'ECO, la monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Sa mise en place était prévue pour le 3e trimestre 2020, mais elle a été repoussée à une date indéfinie. C'est quoi l'ECO et quels sont ses avantages? Suivons cet extrait de Babacar Diouf, économiste. Nous avons une expertise avérée au niveau national ou sous-régional, parce que le CFA n'est pas seulement une monnaie sénégalaise, mais ça concerne toute une communauté. Et là, je crois que si nous démystifions la monnaie, nous pouvons aller vers la mise en place de notre propre monnaie, comme l'ECO, parce que la Gambie, depuis tout le temps, a son dalasi. Le Ouguiya, on l'a en Mauritanie. Donc si plusieurs pays pouvaient avoir une monnaie unique, parce que le CFA aurait dû être beaucoup plus efficace, si nous pouvions échanger avec nos amis de l'Afrique centrale. Mais tel n'est pas le cas. Le CFA d'ici ne peut pas s'échanger contre le CFA de l'Afrique centrale. Donc la monnaie n'est rien d'autre qu'un instrument et nous avons les compétences techniques pour que nous puissions avoir une monnaie. Ce serait l'ECO qui pourrait changer un peu par rapport à cette monnaie qui a cette tradition un peu de France-Afrique et qui ne nous libère pas parce que ne montrant pas notre souveraineté. Or la souveraineté, ça c'est fondamental et même un instrument que nous pouvons utiliser parce qu'actuellement dans la zone CFA, nous ne pouvons pas utiliser de politique monétaire dans les situations différentes. Ce qui n'est pas le cas dans la zone euro ou dans la zone dollar ou autre. Ils peuvent utiliser la planche à billets. Que peuvent être les avantages de l'ECO par rapport à l'économie africaine? Ça dit les avantages, je pense que surtout dans un contexte de lancement de la zone de libre-échange. Si jamais vous allez en Gambie ou en Guinée-Bissau et que vous vous êtes confronté au Ghana ou ailleurs et que vous soyez confronté à un problème d'échange, vous vous rendez compte que quand vous faites l'échange, vous n'avez pas forcément le même pouvoir d'achat. Donc, au niveau sous-régional, si nous parvenons à avoir une monnaie commune, parce que ça va au-delà des 8 pays de l'UEMOA, c'est dans la CEDEAO que nous devons avoir cette monnaie-là. Et en ce moment, vous n'aurez pas besoin d'échanger vos francs CFA contre des Naira au Nigeria. Vous aurez la même monnaie. Quand vous débarquez, vous pouvez faire vos opérations et il peut y avoir un arbitrage entre les différents marchés. Maintenant, la zone de libre-échange, ça permet le rapprochement et la facilitation des échanges parce qu'on aurait la même unité monétaire. Et si nous avons la même unité monétaire, si nous sommes arrivés à mettre en place une zone de libre-échange,
vous savez pertinemment que ce qui constitue un goulot d'étranglement pour nos économies, parce que nous commerçons plus vers l'Occident que par rapport aux pays frontaliers. À présent, pour parler de l'éco, de ses avantages et de sa valeur également, nous recevons sur ce plateau Dr Souleymane Keita. Il est enseignant-chercheur au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Monsieur Keita. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On parle de l'éco en général. C'est quoi l'éco et quelle est la valeur de l'éco et qu'est-ce que représente cette monnaie pour l'Afrique? Ok, d'abord il faut comprendre que l'éco c'est la monnaie que les 16 pays, en fait les 15 pays de la CEDEAO se sont décidés de l'avoir à l'horizon 2000. Et c'est un projet communautaire qui date de 1980 par rapport au père fondateur de l'indépendance qui avait décidé que pour la transaction et pour la facilité du commerce, qu'il fallait mettre en place une monnaie commune. Et ce projet a été conduit à l'époque par des pères fondateurs de l'indépendance. Mais à un moment donné, étant donné que depuis 1960... Oui, parce qu'on nous parle de l'éco. Exactement, justement. Il y avait des pays comme l'UEMOA, ils avaient leurs propres monnaies qu'on appelle le franc CFA. Il y avait d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, la Guinée-Conakry qui avaient leurs propres monnaies. Il était maintenant question de voir comment fédérer ces deux ensembles. Il y a deux schémas qui étaient là. Est-ce qu'il fallait aller directement à l'éco ou bien ces pays qui n'avaient pas l'expérience de la gestion de la monnaie les permettre d'avoir une expérience et puis après faire une fédération des deux entités. Et cette option qui a été choisie, on a créé à l'époque ce qu'on appelle la zone monétaire Ouest Afrique, qu'on appelle la ZMAO, qui regroupait les pays comme le Nigeria, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Libéria, Sierra Leone, et que ceci allait d'abord avoir une expérience dans la gestion de la monnaie et ensuite on allait fédérer effectivement les deux zones. Mais moins en balance, donc les pays maintenant qui devaient mettre en place un certain nombre de critères de convergence, en 90 ça n'a pas eu lieu. D'abord, quelle est la valeur de l'éco? Que représente l'éco pour l'Afrique? Donc l'éco, il faut peut-être dire une chose qui est très importante. L'éco, c'est à peu près 500 millions d'habitants. Donc c'est-à-dire c'est important. Donc ça veut dire 500 millions de personnes qui partagent la même monnaie, c'est déjà capital. Et ensuite, quand on aura l'éco, ça veut dire qu'on aura la possibilité de mener en interne notre propre politique monétaire. C'est qui est fondamental. Parce qu'à l'instant où je vous parle, avec le franc CFA, nous sommes dépourvus de la politique monétaire. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une zone monétaire où la politique monétaire nous est imposée. Donc, on n'en a pas, pratiquement pas. Avec l'éco, on aura la possibilité de gérer notre monnaie en fonction, n'est-ce pas, des fluctuations internationales, mais également en fonction, n'est-ce pas, de la volonté que nous voulons imposer à notre économie. Parce que l'éco devrait être mise en place depuis le 3e trimestre de 2020. Oui. Jusqu'à présent, la date est indéfinie. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces contraintes? Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre en place une monnaie sans pour autant au préalable mettre en place des critères de convergence. On avait mis un certain nombre de critères, dont principalement la maîtrise de l'inflation, le poids de la dette sur le PIB et ce qu'on appelle la masse salariale. Parmi ces critères, parmi les 15 pays, il y a 3 seulement qui étaient en mesure de répondre favorablement par rapport aux critères. Maintenant, les 12 autres pays n'étaient pas en règle. Donc on s'est dit, allez vers une monnaie commune. Dans ces conditions-là, allait créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. En parlant d'aller vers une monnaie commune, il faudrait avoir des critères de convergence. Oui. Quels sont ces critères de convergence? Donc, je vous donne principalement, par exemple, la maîtrise de l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers l'inflation ciblée. Quand nous allons vers une monnaie commune, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on doit maîtriser ce qu'on appelle le niveau de l'inflation. L'inflation est fixée à 3%. Ce qu'on appelle l'inflation ciblée. Donc ça veut dire que tous les pays maintenant qui doivent décider d'aller vers cette union doivent au moins avoir ce qu'on appelle un taux d'inflation de 3%. Le Nigeria qui représente aujourd'hui 50% de la CEDEAO, le taux d'inflation tourne autour de 19%. Déjà un blocage important. Parce que le Nigeria c'est le poumon de la CEDEAO. Donc vous voyez, donc ça veut dire que objectivement, on ne pouvait pas aller vers la monnaie commune, parce que déjà le Niger, qui doit normalement être le moteur, n'est-ce pas, qui doit pousser effectivement les autres pays, n'avait pas le critère le plus important, la maîtrise de l'inflation, n'avait pas respecté. Donc par rapport à ça, il y a d'autres critères également que d'autres pays n'ont pas pu mettre en place des réformes structurelles permettant effectivement à l'économie d'être favorablement prêt à accepter ce qu'on appelle ces critères. Qu'est-ce que l'éco, cette monnaie commune, pourrait apporter à l'Union africaine? Bon, d'abord, c'est important. Donc, je viens de vous dire, 500 millions de personnes vont partager la même monnaie. Donc, ça veut dire également, ça permettra à ces 500 personnes, d'abord dans la création de l'emploi. On ne le dit pas souvent. Vous savez, dans la zone CFA, l'une des faiblesses pour lesquelles beaucoup d'économistes se sont battus contre le CFA, c'est lié à quoi? Parce que l'un des critères les plus importants, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir un taux d'inflation de 3%.
dans la zone CFA. Et ce taux d'inflation de 3% demande effectivement un rétrécissement du niveau de crédit. Or, quand on rétrécit le niveau de crédit, c'est le taux d'intérêt qui augmente. Or, dans une économie, lorsque le taux d'intérêt augmente, ça entraîne fondamentalement une contraction de la consommation. Et quand il y a une contraction de la consommation, ça entraîne ce qu'on appelle la baisse du niveau de production. Et quand il y a une baisse du niveau de production, ça entraîne forcément ce qu'on appelle le chômage. Donc ça veut dire que le taux de chômage élevé dans la zone UEMOA est lié en grande partie à ces critères-là. Donc c'est pourquoi on voulait permettre effectivement à nos États d'avoir leurs propres critères, nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir une zone monétaire optimale. Est-ce que réellement l'Afrique est prête pour l'éco? Justement, en fait, on ne sera pas prêt à 100%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu les enjeux aujourd'hui, l'interdépendance de l'activité économique, il va falloir qu'on ait un grand ensemble. C'est-à-dire que c'est vers les grands ensembles aujourd'hui qui vont être la solution au processus de développement économique de nos pays. Donc il va falloir qu'on aille vers ça, une monnaie commune, nous permettant d'avoir notre propre politique monétaire. Aujourd'hui, l'action fondamentale qu'on doit mener, c'est d'avoir la possibilité de mener notre propre politique monétaire en fonction, n'est-ce pas, de nos politiques économiques. Et qui va être maintenant la solution aux problèmes économiques, aux problèmes de l'emploi, aux problèmes de chômage, aux problèmes aussi de l'industrialisation. N'oubliez pas, aujourd'hui, 60% de nos produits que nous consommons est importé. C'est lié effectivement à la faiblesse de notre monnaie. Parce que si on avait notre propre monnaie, on pourrait avoir notre propre politique économique et notre propre politique monétaire qui sera adossée effectivement à la création et l'industrialisation de nos pays. Si on a l'éco également, ça veut dire que les 50% de nos recettes qu'on a mis en Europe, on va les avoir au niveau de l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'on appelle les réserves. Aujourd'hui, vous savez, la monnaie est garantie parce qu'on appelle des réserves. Donc aujourd'hui, avec le système, de toute façon, à partir depuis 2020, les réserves au moins de l'UEMOA sont revenues au niveau de l'UEMOA. Donc on ne repose plus nos réserves monétaires au niveau de la France. C'était déjà des réformes salutaires en tout cas que l'UEMOA a eu à faire. En plus de ça, c'est pas seulement les réserves. En fait, une économie, c'est la politique économique. Une politique économique repose, n'est-ce pas, sur les fondamentaux. Et les fondamentaux sur lesquels on doit s'appuyer, c'est ce que l'ECO était prêt aujourd'hui à nous donner. Et que donc aujourd'hui, l'ECO doit être une solution pour nous permettre aujourd'hui d'avoir notre propre politique monétaire, sur la base de quoi on doit s'adosser pour avoir une politique industrielle, pour avoir une politique de développement et de la politique de résolution, n'est-ce pas, du chômage dans nos pays. Ça veut dire qu'on peut espérer avec l'éco qu'on va résoudre les problèmes économiques que l'Afrique rencontre? Oui, c'est-à-dire au moins, ça sera un début de solution à nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la faiblesse de nos économies, c'est la monnaie. On ne le dit pas assez, quand on a une monnaie, surtout partagé par 15 pays, c'est déjà un espace économique important. Et ça nous permettra d'avoir la possibilité de mettre en place notre propre politique commerciale, notre propre politique de crédit. Et qui dit politique de crédit, dit politique de consommation. Et qui dit politique de consommation, dit politique de production. Et on a un problème de production dans nos pays. La flambée des prix qu'on a remarqué récemment dans nos pays africains est liée effectivement à une absence de politique de consommation. Et c'est pour quand la mise en place de l'éco? En fait, l'horizon est donné en 2027. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la faiblesse que je viens de expliquer tout à l'heure, on a donné l'horizon pour 2027. Et donc, à partir de 2027, les pays doivent se mettre à jour par rapport aux critères de convergence pour qu'en 2027, qu'on mette en place ce qu'on appelle l'éco. Je vous remercie, M. Keïta. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À présent, autre aspect de l'actualité à Ziguinchor, c'est la période du maïs. Il provient de la région de Sédhiou et le sac est vendu à 30 000 francs CFA. Avec le déchargement des sacs de maïs, les dockers gagnent 250 francs CFA par sac. Ziguinchor, à l'heure du maïs, c'est un reportage signé Abdelaziz Baye. Nous sommes au marché syndicat de Ziguinchor. Le nom renvoie à celui qui est appliqué dans la région de Dakar. Tous les gens qui travaillent au syndicat là-bas à Dakar, la plupart ce sont des gens qui viennent du syndicat de Dakar. Ils viennent acheter les bagages pour les ramener aussi à Dakar, pour les revendre là-bas. C'est pour cela qu'on appelle ici syndicat. Le rôle de syndicat joue là-bas à Dakar, c'est le même rôle que ce syndicat joue ici à Ziguinchor. C'est le marché le plus populaire d'ailleurs à Ziguinchor. En cette période, le maïs est en vogue. Mis dans des sacs, il provient de la région de Sédhiou. Le sac est vendu à 30 000 francs CFA. Le maïs provient de Toubamouri, non loin du croisement Djaroumé, dans la région de Sédhiou. Nous emmenons jusqu'à 20 sacs. Nous vendons le sac à 30 000 francs et nous parvenons à faire des bénéfices.
Nous venons de Darussalam, c'est dans la région de Sédhiou. Nous payons 2500 francs par sac pour le transport. À notre arrivée ici, on le vend à 30 000 francs CFA. On ne se plaint pas. Pour moi, il faut 2500. 30 000. 30 000 dans mon Une fois dans ce marché, les sacs sont déchargés par les dockers. Ils perçoivent 250 francs CFA par sac. Tout ce qui est lourd ici, c'est nous qui le descendons. Les maïs là, les oranges, tout ça, tout ce qui est lourd là, c'est nous qui le descendons. Pourtant, des fois on nous paye 250 le sac par sac, 250. Des fois on descend plus de 30 sacs des fois par jour. Oui, on s'en sort. Oui, après, si on gagne, on amène ça à la famille pour essayer de nourrir la famille. C'est à partir du marché syndical de Ziguinchor que les sacs de maïs sont convoyés au niveau des autres localités du pays. À Ziguinchor, les vendeurs s'approvisionnent également ici pour revendre le maïs dans les différentes artères de la ville. Merci Abdoul Aziz Ban pour ce reportage. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.